En 1492, quand les nouveaux mondes sont à portée de Caravelle, cela fait moins d'un siècle que l'habit masculin s'est enfin différencié des tenues féminines. Si face aux armes à feu, la chevalerie vit ses dernières heures, l'héritage de plusieurs siècles de guerre laisse des traces. La Renaissance ne va pas empêcher le seigneur de vouloir garder une étoffe de guerrier. Du chic tout en virilité de la cour de François Ier, aux effets de mode tout en corset, perruque et belle dentelle de Versailles, pendant 3 siècles, la mode va inventer des effets vestimentaires aussi contraignants qu'étonnants. Passionnés aimant revivre l'histoire, ou amoureux des traditions d'antan, ils vont nous dévoiler des modes, reflets subtils de l'air du temps, où le naturel n'avait pas le droit de citer. Sur les bords de Loire, par une belle fin d'après-midi, se reflètent les magnificences de la Renaissance. Comme en 1530, le château d'Amboise revit les soirées fastueuses de la cour du roi François. Pour ces gentilshommes et nobles dames bien d'aujourd'hui, le temps s'est arrêté. Ils s'imaginent conquérants revenant de Florence, Pise ou Marignan. Ils regardent vers l'ouest, vers cette Amérique maintenant à portée de Caravelle. Tous ces seigneurs s'exposent avec délice dans de luxueuses superpositions d'étoffes. Lin, taffetas, velours, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher pour ce mâle toujours en lice quand il s'agit de dicter de nouvelles modes dans son superbe costume. Il coûte des prix qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais ce qui compte, c'est qu'il est souvent, en ce début de siècle, tailladé, de sorte que d'autres tissus apparaissent dans ces crevés. Et ces oppositions, qui sont à la fois fastueuses et très belles, donnent à ces messieurs une position, une gestuelle aussi, qui est, me semble, tout à fait typique de ce XVIe siècle. 50 ans auparavant, des mercenaires suisses, les Lansquenets, avaient, paraît-il, rapiécé leurs uniformes avec des bouts de tissu arrachés aux vaincus, lançant ainsi une mode très bariolée, les crevés. Pour la première fois, une mode voit le jour non pas dans la cour d'un palais, mais sur un champ de bataille. Le crevé, en quelques années, devient un phénomène de mode à l'échelle européenne. Mais c'est outre-Rhin que l'on fend tout vêtement avec le plus de frénésie. Dans les rues du Puy-en-Velay, comme chaque année, toute la ville s'apprête à revivre l'arrivée de François Ier, accompagné de sa somptueuse suite, comme en 1535. Tenez, monseigneur. Pour Eustache d'Agrain, le seigneur de l'époque, choisir le bon pourpoint afin d'accueillir le roi peut se révéler être un choix cornélien. Sombre ou clair, peu ou trop serré, brodé d'or ou d'argent. Jean Percerin, un jeune tailleur à qui l'on prédit un grand avenir, conseille le notable. Pour lui, l'important c'est de donner à son client la véritable étoffe du héros à la carrure XXL.
au XVIe siècle, nous continuons d'exister dans des sociétés où le guerrier joue un rôle marquant. Le courtisan, par exemple, au XVIe siècle, ça reste encore un soldat, voyez-vous. C'est tout ce qui fait d'ailleurs, vous savez, la différence entre les hommes du peuple et les nobles. Les hommes du peuple sont l'objet de contorsions, de mouvements divers, d'une non-surveillance, par exemple, de la symétrie. Alors que la noblesse, et en particulier la noblesse de cour, elle est l'objet d'une extraordinaire surveillance, du contrôle du geste, de la symétrie du corps et de la retenue du mouvement, ce qui fait, dans une certaine mesure, sa supériorité, évidemment, interprétée par les hommes et les femmes du temps. Ce n'est pas la supériorité pour nous. Jamais dans l'évolution de la mode, la transposition dans le vêtement civil des symboles héroïques du combattant n'a autant été mise en évidence. Comme si les épaules renforcées ne suffisaient pas. Dans ce buste sculpté en V, comme viril, se trouve à sa pointe, jaillissant entre les fentes du pourpoint, la braguette. Outre Piémont, certains tailleurs donnèrent à cette protubérance des tailles quelquefois inattendues. L'habit masculin était très voyant. La braguette pouvait être parfois mise en évidence de manière excessive. À Modène, il y a même le cas d'un couturier qui faisait, comme l'écrit un chroniqueur, des braguettes longues comme la moitié du bras, donc complètement démesurées, jusqu'au jour où la foule indignée alla détruire sa boutique. Fier dans son nouveau pourpoint, Eustache d'Agrain a décidé de passer à la postérité. L'élégance se saisit à la mine de plomb ou à la pointe du pinceau avec la vogue du portrait d'apparat. Le maître incontestable de cette première revue de mode, c'est François Clouet. Avec son portrait de François Ier, le raffinement atteint des sommets. Crevé, laissant apparaître une soie écrue et fil d'or brodé sur du velours noir. François Ier adore l'or. Légende ou réalité un peu brodée, on raconte qu'il a même fait élever un camp de tentes dont certaines étaient en fil d'or pour recevoir le roi d'Angleterre, Henri VIII. Pendant que les rois se partagent le monde dans le camp du drap d'or, les femmes des hommes d'armes entretiennent, raccommodent patiemment chaque haut de chausse, chaque tunique. Comme dit le dicton populaire, un vêtement vaut la peau des fesses. Alors, tant qu'ils ne sont pas usés au point de voir à travers, ils sont rapiécés. Le prix des tissus est si important qu'au moment d'un héritage, chaque vêtement est légué, mais en aucun cas jeté. Progressivement, avec le jeu des alliances politiques, le noir va être de plus en plus porté au XVIe siècle. C'est le très catholique Charles Quint, empereur d'Allemagne et d'Espagne, qui adoptera le costume noir espagnol comme un symbole d'élégance pour sa cour. Mais, fait étonnant, cette sombre sévérité est adoptée par les adeptes de la Réforme qui en font l'emblème de la rigueur protestante. Les confrontations d'étiquettes théologiques entre catholiques et protestants vont aboutir à des déchirures plus terribles. Le 24 août 1572, à Paris, tous les protestants vêtus de noir sont massacrés sans pitié. Le monde chrétien est coupé en deux et sombre pendant 26 ans dans les guerres de religion. Pendant qu'une partie de l'Europe est à feu et à sang, la Sérénissima Venise est un modèle de prospérité. La République des Doges va devenir une véritable capitale de la mode. Son indépendance par rapport aux cours d'Europe se reflète dans l'originalité des vêtements. Dans les gondoles, ce sont les femmes, et c'est nouveau, qui créent les modes. Les femmes vénitiennes sont particulièrement indépendantes par rapport aux autres femmes en Europe.
Donc au lieu de la couleur noire imposée par l'Espagne et la contre-réforme catholique, elles portent du blanc, du doré, des velours blancs. Au lieu des cols fermés des Espagnols rendus rigides par des bustiers de fer, elles préfèrent des décolletés montrant avantageusement la poitrine. La femme dévoilant avec volupté sa féminité, c'est la courtisane vénitienne. Simplicité dans la coupe, mais raffinement extrême dans le luxe des parures. Le prestige tenait aussi à l'éclat de la chevelure et là, toutes les recettes étaient bonnes pour obtenir le fameux blond vénitien. Même brunes, elles éclaircissaient le roux tiziano en y mettant de l'urine de jeunes garçons vierges. Ensuite, comme le préconisaient les recettes cosmétiques, elles exposaient leurs chevelures au soleil de midi. À force d'éponger sur les cheveux cette urine, les cheveux prenaient des mèches dorées. Sur la place San Marco, certaines silhouettes de riches courtisanes ultra-longilignes étonnent le voyageur Pinto Mendes qui remarque avec humour: les dames vénitiennes sont composées de 3 choses. Un tiers de toilette, un tiers de femmes et un tiers de bois. Ce bois, ce sont en fait des chopines, dont certaines pouvaient atteindre 50 cm de haut. Ces ancêtres, hors catégorie des chaussures à talons, sont l'objet d'un double désir. D'une part, celui de culminer au-dessus des classes populaires, et d'autre part, dans cet équilibre précaire maintenu par de galants serviteurs, d'être une femme toujours bien prise en main. Peinte par Véronèse, la belle Anani, dans sa robe de velours, est un véritable manifeste du grand chic des étoffes vénitiennes, dont la réputation allait traverser les siècles. Car le point commun entre les Vénitiennes et les Vénitiens, ce sont des costumes taillés dans de somptueux tissus. Le Grand Canal reflète encore bien les fastes du passé et certains sont à portée de Vaporetto. Dans le Palazzo Corner Spinelli, prestigieuse vitrine de la famille Rubelli, dynastie de tisserands remontant au XVIe siècle, la magie des étoffes vénitiennes se révèle en gants blancs avec d'infinies précautions. Pour honorer la commande d'un musée ou d'un grand client du Moyen-Orient, Lorenzo Rubelli n'hésite pas à exposer pour quelques instants à la lumière des trésors, comme cette pièce datant du XVIIe siècle. Pour recréer de véritables étoffes, la maison Rubelli puise aussi son inspiration dans les tableaux des maîtres de la peinture vénitienne. Ici, on s'inspire du classique vénitien, de Tintoretto, de Carpaccio, du XVe siècle, Giorgione. Et celui-ci est parmi ceux que l'on fabrique encore dans nos ateliers, celui qui est le plus long à tisser. Ce qui rend le tissage long, c'est qu'il est composé de beaucoup de couleurs. On n'en fait pas plus de 40 à 45 cm par jour, avec 2 ouvrières. C'est dans leurs ateliers de Cucciago, dans la région de Côme, où cohabitent les technologies de pointe et des métiers à tisser traditionnels, que l'on retrouve l'art du tissage d'antan. Le velours en soie ciselée n'est pas encore reproductible industriellement, pas avec cette qualité. Ici, nous avons une très grande qualité, un nombre très élevé de fils au centimètre, le poil est bien compact, des couleurs magnifiques. Industriellement, nous ne sommes pas encore arrivés à ces niveaux.
Cela reste un modèle inimitable. Le prestige de ces velours de soie vénitiens s'exporte aujourd'hui très loin. Certaines de ces pièces uniques seront vendues à Shanghai, renversant ainsi quelque peu le sens de l'histoire donnée par un certain Marco Polo. À la fin du XVIe siècle, l'homme vénitien s'émancipe par rapport aux tenues masculines en vigueur à l'époque. Un vieillard goûteux au nez crochu, se nommant Pantaleone, va être l'initiateur d'une nouvelle mode. Vêtu d'un haut de chose descendant sous le genou et serré sur la jambe, ce personnage de la Commedia dell'arte démode le port des hauts de choses bouffants. En perdant sa consonance vénitienne, le pantalon deviendra progressivement l'une des bases du costume masculin moderne. Nous sommes de l'étoffe dont nos rêves sont faits. Shakespeare résume l'empreinte exercée par l'homme sur un monde cartographié et une nature de plus en plus maîtrisée, géométrisée, à l'image des jardins du château de Chenonceau. Les costumes n'échappent pas à cette recherche de modernité. Ils maîtrisent et géométrisent eux aussi totalement la silhouette naturelle du corps. Une des caractéristiques du costume de la fin du XVIe, c'est les grandes fraises en dentelle qui sont un phénomène assez extraordinaire, il faut bien le dire, parce que finalement, qu'est-ce que font ces énormes fraises que les hommes et les femmes portent? Il n'y a pas de différence là entre les hommes et les femmes. Elles présentent la tête du porteur comme si elle était détachée du reste du corps. On présente littéralement la tête sur un plateau. Ce bout de mousseline orné de dentelle, grâce à de savants pliages empesés, va prendre des proportions ahurissantes. Gaudronnée, immense et ronde en France à la cour d'Henri III, elle se déploie en éventail à la cour d'Élisabeth d'Angleterre. Mais la fraise n'est pas l'unique carcan du corps, surtout pour ces dames. Les grands principes du costume féminin, tels qu'ils sont notamment apportés ici à Chenonceau par Catherine de Médicis, c'est d'abord le vertugadin, c'est-à-dire à la place de la robe en cône, nous avons désormais une robe beaucoup plus ample, mais qui elle-même va restructurer le corps par des bourrelets latéraux et par une structure en osier, en fer ou en os de baleine. Pourquoi les femmes couvrent-elles de tant d'empêchements les parties où loge principalement notre admiration? S'interroge Montaigne. Avec des corps à baleine ou des robes à vertugadin, la mode tend à dénaturer totalement les silhouettes féminines. Mais cette allure hautaine n'empêche pas ces messieurs de faire assaut de galanterie en suivant le rythme d'un sautillant tourdion. Pour les hommes bien nés, danser c'est bien, mais jouer au jeu de paume, c'est mieux. En 1603, c'est le sport numéro 1. Des salles, comme le pommier du château de Fontainebleau, rien qu'à Paris, il y en a plus de 250. Sieur Jourdain, l'un des meilleurs joueurs du moment, affronte Jean de Saumur, tous deux en chemise blanche. Redoutable joueur de fond de pommier, Sieur Jourdain, sans forcer son talent, n'a aucun mal à remporter la partie.
En sueur, le vainqueur s'essuie simplement et enfile une nouvelle chemise. Depuis la fin du Moyen-Âge, on a perdu l'habitude du bain et on se lave à l'eau uniquement le visage et les mains. Enfiler un linge propre constitue donc une forme de lavage à sec. Le fait que votre linge soit blanc montre, de manière indirecte, mais en même temps de manière sensible, que votre peau est propre. Et le linge est un lieu de calcul de la propreté, avec la façon dont il peut s'imprégner, en quelque sorte de la transpiration, avec la manière dont on peut l'imprégner lui-même de parfum, vous voyez. C'est un extraordinaire travail, le linge, qui porte à la fois sur l'état du corps et en même temps sur la manière dont cet état du corps peut être rendu visible au regard de l'autre. Le blanc, porté comme une seconde peau, s'impose bientôt dans toutes les garde-robes. Comme le dit le mousquetaire Savinien de Cyrano de Bergerac au début du XVIIe siècle, ils font bien de mourir pour leur patrie. L'affaire est importante, car il s'agit d'être le vassal d'un roi qui porte une fraise ou de celui qui porte un rabat. Très sensible au changement d'encolure, il choisira son camp, celui du col à rabat que porte son roi Louis XIII. Ce nouveau col blanc est le révélateur d'un changement radical de mode, très capé d'épée. Quand il s'agit de croiser le fer pour une affaire de cœur ou d'honneur, en bravant l'interdiction de duel éditée par le cardinal de Richelieu, la nouvelle tenue des mousquetaires, dite à la française, fait figure de sportswear, après plus d'un siècle de costumes étriqués. Madame, vous ici avec le minot? Composé d'un pourpoint à taille arrondie, garni d'épaulettes, collet plat, de pantalons à la vénitienne et de grandes bottes à revers, cette mode séduit une grande partie de la gente masculine en Europe. Mais les duels ne sont pas uniquement une question de panache au masculin. Quelques femmes, comme Madame de Saint-Balmont ou l'intrépide Jade la Maupin, libérées des vertugadins, des corsets balénés et portant de grandes jupes plissées avec un simple corsage lacé, savent elles aussi porter des bottes, secrètes. En revanche, si elles sont désarmées, elles devront se consacrer à une activité beaucoup plus respectable, faire valser des fuseaux pour fabriquer de la dentelle. Inventés dans la cité des Doges, les points de Venise sont présentés dans des catalogues et diffusés à travers l'Europe. Symbole de la distinction sociale, il va être de bon ton et de bon teint d'en porter dès le plus jeune âge, et tant pis si les prix s'envolent. La dentelle blanche a fini par être, si vous voulez, un petit peu plus, comment dirais-je, confinée au col. Toujours pour mettre en quelque sorte le visage en valeur. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, hein, selon les humanistes. Et donc, il s'agit toujours de mettre en valeur les yeux et la dentelle blanche. En fait, c'est comme si on mettait un coup de projecteur sur le visage. En France, le cardinal de Richelieu, toujours lui, fait publier plusieurs édits somptuaires afin de limiter leur ruineuse importation. Mais rien n'y fait. Avec l'arrivée au pouvoir de Louis XIV, la France découvre l'absolutisme en mode. Monsieur Colbert, premier commis de l'État, déclare « La mode est pour la France ce que les mines d'or du Pérou sont pour l'Espagne ». Ce fils de drapier décide de donner un rayonnement tout particulier à la dentelle, en la faisant fabriquer directement dans des manufactures royales. Les ouvrières virtuoses des fuseaux vont créer le Point de France, qui peu à peu impose son monopole sur la dentelle. Pourtant, son coût reste toujours aussi prohibitif, mais l'argent généré par son commerce remplit les caisses du royaume. Comme si l'aura de la dentelle ne suffisait pas à donner du prestige aux gentilshommes, les habits à la française vont se couvrir d'une débauche de broderie aux inspirations très naturalistes.
Dans les jardins de Vaux-le-Vicomte, au printemps 1661, Pierre Vallet, premier brodeur du roi, vint contempler les bosquets impeccablement taillés des jardins de Nicolas Fouquet, Premier ministre de Louis XIV. Le roi, lui aussi, admira les jardins, mais sa jalousie sera sans limite. Il fera emprisonner Fouquet et décidera de la construction d'un château encore plus grand, avec des jardins encore plus beaux, Versailles. Les jardins à la française vont devenir une source inépuisable d'inspiration pour les brodeurs. Fleurs, buissons, rosaces ou rinceaux brodés accompagnent avec faste l'apparition de la fameuse culotte importée d'Outre-Rhin par un comte palatin, la culotte Ringrave. Quand on incarne le rôle du prince de Conti, le port de cette culotte est tout un rituel réglé dans les moindres détails. Voilà, un peu moins serré, mon ami. Mais j'ai pas vu que non, bien. Le col de monsieur. D'une extrême largeur, elle ne laisse en rien deviner la séparation des jambes. C'est le chic ultime qui révise sérieusement notre notion de la virilité. La ringrave, c'est une espèce de jupette qui est portée sur une culotte, de toute façon blanche, et dont on aperçoit la partie basse. Et ce qui est assez cocasse, c'est ce qu'on appelait alors les galants, c'est-à-dire ces ensembles de rubans que l'on porte en tablier devant, que l'on porte sur le bas des manches, que l'on porte sur la cuisse, et qui transforment ces personnages de façon étonnante et je dirais de façon baroque. Le dernier vestige du guerrier, le pourpoint, s'est transformé en une sorte de boléro, laissant surgir les flots de la chemise à jabot. Le prince de Conti, qui s'apprête à faire valoir le prestige de sa nouvelle tenue, ne se doute pas qu'au même moment, il est confondu en ridicule par celui qu'il avait aidé et protégé du temps où il vivait à Pézenas. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, répète l'École des Maris, qu'il va interpréter dans quelques semaines au théâtre du Palais Royal. Par la voix de Sganarelle, il fustige la culotte ringrave. Et ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir. Et de ces grands canons, où comme en des entraves, on met tous les matins ces deux jambes esclaves, et qui vous font, pareil à des galants, marcher écarquillés ainsi que des volants. Je vous plairai sans doute, équipés de la sorte, et je vous vois porter les sottises qu'on porte. Parmi toutes ces sottises, Molière a prudemment évité de tourner en dérision la perruque. Artiste complet, il savait qu'elle était très précieuse et que tous les gens du spectacle ne pourraient jamais s'en passer. À Paris, dans l'Opéra de la Bastille, une équipe de spécialistes crée des perruques sur mesure. Frisées, nattées, à bourse, à tresse ou à ruban, comme chez les perruquiers de l'époque, après le tracé de l'empreinte, le choix de la teinte, débute un travail très fastidieux. Cheveu par cheveu, c'est l'implantation. On passe dans la maille du cheveu, on attrape un cheveu et on fait un nœud. Voilà, après tu as un cheveu qui est planté. En moyenne, pour créer une perruque, c'est plus de 80 heures avec des mains expertes pour piquer dans le tulle des milliers de cheveux véritables ou en poils blancs de yak. Une perruquière, pour garder le moral, préfère ne pas compter et pense plutôt au plaisir de la coiffer. Bigoudi moderne ou bâtonnet traditionnel,
le coup de main est dans la mise en boucle, et peu importe le temps que cela prend. Au niveau du coiffage, il faut compter, alors on va dire une bonne heure quand même. Après, tout dépend de ce qu'on fait. Là, c'est une Louis XIV toute floue, donc c'est beaucoup plus rapide. Quand on doit faire des marteaux bien marqués, ou reprendre toutes les boucles, et faire quelque chose de beaucoup plus stylisé, ça va prendre beaucoup plus de temps. Dans l'atelier, les perruquiers doivent savoir recréer, comme à l'époque, plus de 45 types de perruques différentes. Mais aujourd'hui, la tendance est aux perruques style Louis XV, sobres, avec juste quelques marteaux. Elles sont maintenant prêtes à être portées par les solistes et les chœurs de l'opéra. Au nom de l'étiquette, pendant un siècle et demi, tous les gentilshommes vont devoir se parer de perruques. Cette mode a été lancée bien involontairement en 1633 par Louis XIII, qui avait perdu ses cheveux à la suite d'une maladie. Comme si la contrainte du port de la perruque n'était pas suffisante, au XVIIIe siècle, un cérémonial très particulier voit le jour, le poudrage. Le laquais de Jacques Caumont, duc de la Force, époux de mademoiselle de Bosmolay, s'efforce de ne pas avoir la main trop leste pour sa bénédiction d'amidon. Ce rituel va prendre de l'ampleur et tourner à l'excès. Dans ses chroniques, Sébastien Mercier le fait remarquer. Hommes, femmes, enfants, militaires, nul n'échappe à cette nouvelle fureur, de sorte qu'un aristocrate dépense en farine autant pour ses cheveux que pour son estomac. Monsieur peut enlever son masque? Où est-il? Pas bien, monsieur. Alors? Mettez bien droit en face. Oui, tout à fait. Bien, monsieur. Autant le XVIIe siècle avait été celui des hommes, avec l'apparat masculin dans toute son exubérance, autant le XVIIIe sera celui des femmes brillantes, comme la marquise de Pompadour. En cette fin de printemps 1768, si certaines élégantes se promènent avec un masque, ce n'est pas pour passer incognito aux yeux de ces messieurs. C'est tout simplement pour préserver la pâleur de leur teint tout en profitant de la chaleur d'un soleil timide. Mais la mode n'est pas seulement une question de pâleur, c'est aussi une affaire de couleurs vives. En contraste avec leur teint, ces dames raffolent des toiles en coton, légères et colorées, venues d'Inde, les indiennes. On assiste effectivement à un véritable engouement des classes dominantes pour les indiennes. Alors, il semblerait qu'il y ait trois raisons à cela. D'abord, la nouveauté, l'originalité. Ce sont des coloris très chatoyants. Il y a un système d'impression qui permet aux couleurs d'être indélébiles et particulièrement vives. C'est aussi des étoffes qui sont très chères et très rares. Donc cette distinction que donnent les indiennes à l'aristocratie est très très prisée. Pendant que les fabriques de toiles d'indiennes tournent à plein régime, le peuple, et particulièrement les paysans, ont toutes les peines du monde à échapper à leurs conditions de va-nu-pieds. Chaque catégorie sociale a son mode d'habillement. Plus on descend l'échelle sociale, plus l'habit est modeste. Il n'y a pas de vêtements nouveaux et les tableaux qui représentent les pauvres les montrent habillés avec des couleurs qui ne sont pas vraiment des couleurs, comme des couleurs entre le beige et le gris. Il y avait aussi quelquefois un rouge très foncé, mais ces habits étaient tellement portés qu'ils semblaient avoir perdu toutes leurs couleurs.
Porter des couleurs vives en ce milieu de XVIIIe siècle reste donc un plaisir réservé aux gens fortunés, et les robes en toile d'indienne attirent toujours le regard des provinciales. Jean-Jacques Rousseau, fin observateur, écrit « La mode domine les provinciales, mais les parisiennes dominent la mode ». Cette domination passe aussi par une nouvelle recomposition du corps. Les parisiennes doivent subir les corps à baleine et avoir des hanches dilatées par de volumineux paniers. Cette époque impose aussi l'art de faire remonter la poitrine tout en affinant à l'extrême la taille. Cette femme, qui reprend son souffle en espérant ne pas manquer d'air pendant sa soirée, ne se doute pas que 2 siècles plus tard, le corset sera toujours d'actualité. Dans les ateliers Caraco, Claudine Lachaud conjugue chaque jour le corset en fonction des désirs de grands créateurs ou pour le cinéma. Experte dans l'art des allures corsetées, Claudine révèle les effets du corps à baleine. Les corps à baleine écrasent la poitrine et la remontent, mais on n'en devine pas la forme. Alors que le corset va faire bouger la poitrine aussi bien en hauteur qu'en forme. Elle va être très ronde ou très haute, ou plus ramenée vers l'avant, ou plus sur les côtés, avec la taille qui va bouger également, qui va être à sa place, plus haute, plus basse, suivant les périodes. Mais aujourd'hui, à la différence d'autrefois, l'inspiration est aux corsets qui doivent épouser au plus près la morphologie des bustes, et non pas l'inverse. Inspirer, respirer. Le jeu, c'est par exemple une comédienne qui n'a jamais mis de corset, se retrouver avec le maintien de l'époque, tout de suite sans en avoir les contraintes. Parce que l'apprentissage se fait en quelques heures, on passe sans corset à corset, alors qu'autrefois les gens commençaient avec un corset dès 10-12 ans, même avant. Résultat, Claudine utilise des astuces de lassage ou de positionnement des baleines pour gagner subtilement en élasticité tout en gardant le maintien corseté. Ce qu'on privilégie, c'est que le maintien soit le plus authentique possible et corresponde le plus à ce qui se faisait à l'époque. Que ce soit avec ce corset porté par Penélope Cruz ou ces corsets pour la maison Dior, la féminité est sublimée. Avec Claudine Lachaud, le corset procure avant tout des sensations de raffinement, sans souffrance, et dans le pur respect de l'authenticité historique. En cette seconde moitié du XVIIIe siècle, la comtesse de Bosmelet, divinement corsetée dans sa robe en taffetas de soie, profite des dernières lueurs du jour pour se mettre en beauté. Son beau miroir doit refléter un teint de lait. Pourtant, elle n'est pas femme à se tartiner le visage de blanc de céruse, car elle ne veut pas risquer d'avoir la peau rongée par le carbonate de plomb. En revanche, comme toutes les femmes de qualité, elle portera le feu à ses joues. Le rouge du fard est annonciateur, comme disait un certain Casanova, de fureurs enchanteresses. Enfin, elle n'oublie pas de disposer délicatement une mouche en papier ou tissu gommé noir à quelques endroits stratégiques de son corps. La mouche favorise, dit-on, tous les marivaudages. La mouche parle.
Elle est une sorte de code de langage qui permet à la cour et aux hommes de décrypter l'état d'esprit de la dame. Sur le front, elle est majestueuse. La dame garde une sorte de réserve. Elle est discrète sous la lèvre inférieure et elle est recéleuse sous un bouton qu'elle cache par un joli dessin, peut-être en forme de comète, d'étoile ou de soleil. Rayonnante, Madame de Bosmelay a décidé d'innover en faisant interpréter l'œuvre d'un jeune prodige que l'on dit surdoué, Mozart. Sous l'emprise des bulles d'une cuvée dom Pérignon, le duc de la Force se confesse. Femmes et dentelles sont plus belles à la chandelle. Les femmes sont fardées parce que l'éclairage aux bougies fait jouer les couleurs orangées, rouges et roses et donne sur la céruse des teintes assez mystérieuses. Le fait de se poudrer ou de se céruser, c'est toujours pour unifier le teint, le blanchir. Il y a plusieurs raisons à chaque époque, mais par exemple à l'époque de la Régence ou de Louis XV, on soupait dans la nuit, extrêmement tard, on se livrait à des jeux de société ou des jeux libertins, et donc pour se présenter à la cour le lendemain, il était nécessaire de se farder dans la mesure où on est extrêmement fatigué, épuisé par les nuits de veille. Donc pour être toujours présente dans les fêtes ou présente à la cour, il fallait avoir un visage fabriqué et peint. Le parfait gentilhomme n'échappe pas aux effets du maquillage, mais ses tenues, sous l'influence de la coupe des uniformes militaires, se sont considérablement assagies. L'ère des débauches de dentelle et de broderie est bientôt finie, mais la nuit libertine ne fait que commencer. En 1778, depuis que la reine Marie-Antoinette a permis à sa couturière attitrée de travailler pour d'autres personnes, dans les salons, un nom est sur toutes les lèvres, Rose Bertin. Dans sa boutique du Grand Mogol, la marchande de mode règle les derniers détails à quelques minutes de l'ouverture. Comme ses confrères, elle a reçu 2 ans plus tôt le privilège de créer des coiffures, garnir des robes, faisant de cette corporation l'ancêtre de la haute couture. Le marchand de mode met en place tout l'aspect séduction dans le costume. Et pour ça, il met quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, il le met avec les accessoires, les nombreuses ornementations dont il dispose, les ruchers, les falbalas, les bouillons. Mais il s'occupe aussi des chaussures, des souliers, de la coiffure, puisque le marchand de mode s'occupait également des corps et des têtes. Il a une double fonction. Donc c'est tout l'aspect global du costume et des apparences qui est sous la direction de ces grands directeurs du goût que sont les marchands de mode au XVIIIe siècle. Curieuse de visiter l'endroit où se créent les modes, la baronne d'Oberkirch confie. On ne voyait de tous côtés que des damas, des satins brochés, et dans des jeux de miroirs de sublimes chapeaux. Mademoiselle Bertin me sembla une singulière personne gonflée de son importance, traitant d'égal à égal avec les princesses. Rose Bertin, lasse des excès en tout genre de la mode rococo, perçoit peut-être déjà ce qui va mettre fin à un siècle de robes à paniers et de corsets, la robe-chemise. En 1783,
Marie-Antoinette posera dans cette robe. Ce portrait fera scandale. La reine semblait vêtue d'une simple chemise de dessous. Anticonformiste, la ministre des Modes de la reine incarne parfaitement la pensée de Jean de la Bruyère. Une mode a à peine détruit une autre mode, qu'elle est abolie par une plus nouvelle et cède elle-même à celle qui la suit. Les siècles ont passé et les marchands de mode ont laissé la place, toujours dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, à de grands couturiers comme Christian Lacroix. À quelques heures de la présentation de sa collection, lui aussi a le privilège de créer des coiffures et garnir des robes dont les broderies auraient sûrement ravi Rose Bertin. En créateur inspiré, à quelques heures de la présentation de sa nouvelle collection, il règle les derniers détails de ces charmantes infantes. Imaginées avec de petites jupes, de longues jambes noires et un regard profond, clin d'œil à Polymagou, elles sont sublimes, sous toutes les coutures. Je pense que haute couture et hiératisme, ça c'est quelque chose d'indissociable. Je crois qu'une femme qui vient ici cherche à être mise en majesté quelque part, même si on parle d'un tailleur quotidien. Je pense qu'on cherche quelque chose à travers peut-être le corset, parce que c'est pas non plus quelque chose de rétrograde. Je pense qu'il y a un tout petit effet, la première fois qu'on en essaie un, mais au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure, la chaleur du corps aidant, les choses se moulent et ne font plus qu'une. Christian Lacroix conjugue toujours avec passion le raffinement de la silhouette et la légèreté de l'être. Il adapte l'élégance divinement corsetée au désir des femmes d'aujourd'hui. Là, on préfère commander, essayer des tissus qui déjà se tiennent d'eux-mêmes pour que justement il y ait un rapport au corps beaucoup plus immédiat. Mais je pense qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas du tout... Je pense que ça faisait partie, non pas de la torture, mais sentir la robe qui vous appartenait, et vous apparteniez à la robe comme une carcasse, un peu comme un insecte et sa carapace. Aujourd'hui, je crois que dans cette idée de vitesse et de rapidité, on cherche l'effet maximum avec le minimum d'encombrement. Je pense qu'il faut que la robe soit arrimée à un point, à un seul. Alors c'est le plus souvent le petit corset libre, ça peut être le cou, ça peut être les hanches. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça tienne tout seul, quoi. La prestance et l'élégance des dames en perruque et belles dentelles inspirent de manière plus inattendue Riccardo Tisci. Adepte du noir, il est tombé sous le charme des atours baroques. Personnellement, en tant que Riccardo Tisci, j'adore tout ce qui est XVIIIe siècle. J'aime les formes, la dentelle, le noir, tout ce qui est mystérieux. Apôtre des ambiances gothiques, comme des airs de rap, Riccardo Tisci rend aussi hommage aux allures corsetées. Pour moi, aujourd'hui, avec le corset, tout comme au XVIIIe siècle, les femmes montrent leur pouvoir avec cette rigueur, en maintenant une stature très droite, très pure, et en gardant la taille la plus fine possible. Fuselée par des maxi-ceintures, conjuguant la rigueur du noir à la virtuosité de la coupe, perchée sur des talons vertigineux aux airs de Chopin, la féminité, selon Riccardo Tisci, aspire à une élégance raffinée jouant volontiers sur la dualité. Je pense que dans la collection, l'élément principal pour les robes les plus romantiques, comme la verte ou la blanche, c'est qu'elles symbolisent toutes une forme de sévérité. Maîtresses, femmes racées ou infantes hiératiques, ayant pleinement leur destin en main, elles paraissent partager la pensée de la marquise de Pompadour. Après nous, le déluge. À la fin du XVIIIe siècle, un vent très british et la tourmente révolutionnaire balayeront perruques et vieilles dentelles. Le naturel fera son grand retour. Napoléon mènera campagne contre les robes de déesses antiques un peu trop dénudées. Au nom de l'idéal dandy, pour un simple nœud,
des messieurs passeront des heures devant leur miroir, pendant que des Amazones rêveront de pantalons. Ces modes démoderont à toute vapeur les crinolines, au profit des faux culs. Et la haute couture recevra ses premières fashion victimes.